Bonjour à tous, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Vous avez peut-être reconnu cette voix venant des temps anciens. Et oui, c'est Magali Lagumaltais au micro cette semaine avec une belle brochette de collaborateurs qui sont tous liés par le thème de l'Amérique latine parce que oui, on célèbre aujourd'hui le mois de l'héritage latino-américain. Alors d'abord, j'ai autour de la table Charles Bénard qui a fait une chronique le 27 septembre sur l'activisme environnemental au Costa Rica, mais qui, cette semaine, va nous parler de la diaspora chilienne et des liens entre le Chili et le Québec. Bonjour Charles. Bonjour Magali. Ensuite, il y a Frédéric Montreuil qui va faire sa première chronique à l'émission sur un soulèvement populaire qui a secoué la Colombie suite à l'assassinat en 1948 du chef du Parti libéral. Bonjour Frédéric. Allô Magali. Enfin, il y a Alexandre Raymond qui nous entretient de ce qu'on appelle l'indigénisme marxiste, sujet un petit peu aux tendances ukamiennes. Alors, bonjour Alexandre. Bonjour. Et sur ce, on va se lancer directement dans notre émission parce que non, on n'a pas de fait cocasse cette semaine. On veut vraiment laisser la place à cette thématique de l'Amérique latine. C'est pourquoi je passe tout de suite le micro à Charles et à sa chronique, je le rappelle, qui concerne la diaspora chilienne au Québec, en les liens Québec-Chili. Oui, bonjour, c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de la rencontre entre deux communautés, c'est-à-dire les Chiliens et le Québec. Avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que, en fait, un ouvrage qui a été écrit par l'historien José Del Pozo, qui s'intitule Les Chiliens au Québec, immigrants et réfugiés de 1955 à nos jours, qui est un ouvrage qui est non seulement très complet, mais sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour l'élaboration de ma chronique aujourd'hui, que je conseille à tous ceux qui aimeraient en apprendre plus sur le sujet. Oui, donc, excuse-moi, viens de réaliser qu'on a deux acteurs autour de la table que j'ai pas nommés et que je n'ai pas remercié de leur présence. Tout d'abord, Gabriel et ensuite Julien qui sont là pour intervenir. Donc, excusez-moi, je te repasse le micro maintenant. Super. Donc, les gars, intervenez. Allô, Charles? On va t'intervenir, ça. Donc, c'est ça. En fait, ma chronique apporte sur la rencontre entre ces deux communautés-là. Donc, l'arrivée des Chiliens ici au Québec. Donc, de qui s'agit-il? Pourquoi arrivent-ils ici? Quel est leur bagage idéologique? Qu'est-ce qui caractérise en fait cette communauté de migrants? Faut savoir que la communauté arrive surtout après l'immigration. En fait, l'immigration se produit surtout après le coup d'État du 11 septembre 1973. L'autre 11 septembre. Ouais, l'autre 11 septembre, en fait, qui amène au pouvoir, qui est un coup d'État mené par Augusto Pinochet, qui renverse le gouvernement démocratiquement élu de l'Unité populaire, qui était dirigé par Salvador Allende. Ce gouvernement qui se fait renverser est un gouvernement était en fait une coalition de gauche qui regroupait autant des communistes, pas des conservateurs, des communistes convaincus et des politiciens de centre-gauche. Donc, il est clair que si aujourd'hui il y a 40 000 Chiliens au Canada, c'est pas juste dû à leur immigration due à la dictature, mais la dictature va vraiment précipiter l'immigration chilienne ici au Québec, mais aussi partout dans le monde. Ça va aussi caractériser les Chiliens en fait qui vont arriver ici parce qu'ils sont persécutés idéologiquement. Donc c'est pas une persécution. Ils viennent ici comme en tant qu'exilés. Non comme une persécution, je sais pas, raciale ou quelque chose. Non, c'est ça. Et puis quand c'est ça. Donc c'est pas une persécution raciale, pour des raisons idéologiques qui arrivent ici. Ils sont soit un petit peu affiliés à la gauche politique, soit le gouvernement de Pinochet va mettre en place l'état de guerre, va faire beaucoup de répression, va essayer de se consolider au pouvoir en s'acharnant sur la gauche politique et sur l'opposition qui va c'est horrible ce qui se passe là. Dans les 2 premiers mois de... Oui, vas-y. Bref, j'imagine que l'immigration chilienne qui vient au Québec, c'est pas juste des communistes, mais c'est aussi vraiment tous les gens qui font partie de la gauche chilienne. C'est ça, le spectre plus large. Là. En fait, les Chiliens qui vont arriver ici à cause de la dictature, ça va être surtout des gens qui sont menacés par ce nouveau gouvernement-là qui essaie en fait vraiment de s'attaquer sur toute forme d'opposition qui pourrait y avoir. Puis tu sais, l'événement ce qui montre le plus c'est la force de cette répression, toute sa terreur, c'est l'événement du stade national qui est situé à Santiago. C'était un stade dédié au soccer, mais qui va se transformer en un camp
de concentration pour les politiciens, les civils, puis les artistes qui ont plus ou moins un lien avec la gauche. Wow. Dans le stade qui doit être un peu dans le cœur de la ville, donc les gens le savent, ou est-ce qu'ils savent pas? Ou... Ben, j'imagine qu'ils le savent. Ils le savent. T'sais, on le sait. Il y a des emprisonnements. Puis c'est seulement dans les 2 premiers mois de la dictature que ça se passe. Okay. Puis en fait, on dit que dans à la fin des 2 premiers mois, il y avait 18 000 personnes qui étaient qui étaient enfermées dans ce stade-là. Puis on sait aussi aujourd'hui qu'il y a eu de la torture, puis des assassinats politiques, puis les gens qui étaient assassinés politiquement étaient portés disparus. Oui, okay. Parce que l'État s'acharnait à cacher les corps. Mm-hmm. Puis j'imagine aussi qu'il y avait pas juste, il y avait 18 000 personnes dans le stade, mais il y avait des gens qui étaient emprisonnés ailleurs dans le pays aussi. Ben c'est ça, c'était vraiment c'était un état de guerre qui était déclaré. Donc il y a des facultés universitaires qui ont été fermées, des journaux d'opposition. Donc le spectre est vraiment plus large, mais ça fait quand même en sorte que les personnes immigrées ici qui arrivent ici avaient quand même des convictions plutôt sociales. Du moins, ils étaient alignés avec la gauche politique. Mm-hmm. Donc, une fois ça mis, quel rapport ils entretiennent avec le Québec? Mm-hmm. Je vais juste vous lire une petite citation d'un travailleur social qui est immigré ici, qui est cité dans le livre que j'ai mentionné plus tôt, parce qu'elle nous éclaire vraiment sur l'état d'esprit des gens qui arrivent ici. La citation va comme suit. On nous avait volé nos rêves. Nous faisions face à la défaite, à la répression, aux assassinats et à la terreur. Nous nous sentions terriblement humiliés, désorientés, égarés. Nous sommes arrivés au Québec avec une impression de défaite, avec nos rêves brisés. Nous avions été contraints d'abandonner nos idéaux, nos projets, la famille, les amis, les lieux. Donc, les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants, en fait, arrivent pas ici avec l'idée qu'ils vont avec une ambition d'améliorer leurs conditions de vie. Ils arrivent ici parce qu'ils sont des exilés, parce qu'ils sont persécutés, et non pas parce qu'ils voulaient quitter leur pays. Ils arrivent aussi avec l'idée que la dictature va finir, puis vont pouvoir un jour retourner au Chili. Sauf que la dictature va durer 17 ans, elle va terminer en 1990. Puis j'imagine que d'ici ce laps de temps-là fait en sorte que tu es installé au Québec, fait que là, pourquoi retourner, etc. C'est ça. Puis devant tout ça, ils doivent se trouver, ils arrivent ici avec cette idée-là, tout ce bagage émotionnel-là, ils doivent se trouver un lieu où habiter. Ils vont principalement s'installer dans les villes, Québec, Montréal, parce que les services de transport en commun, quand tu arrives dans un nouveau pays, les services sont proches, donc c'est quand même logique. Ils doivent se trouver un logement, un emploi. Les difficultés auxquelles ils faisaient face étaient vraiment énormes. Mais il y a quand même certaines choses qui vont faciliter leur arrivée. D'abord, José Leposo nous montre que il y avait certains facteurs culturels qui aidaient. Donc, par exemple, à l'école secondaire chilienne, dans le cursus, la langue française était apprise comme une langue seconde, une langue seconde ou tierce, qui fait que ça allait aider les Chiliens qui arrivaient ici, qui avaient déjà une petite base du français. Il y avait aussi la religion catholique qui était similaire. Des éléments aussi comme le mode de vie urbanisé, des valeurs plus associées au monde occidental, tu sais, comme un petit fun fact si on veut, parce qu'on en a pas eu. Mais en fait, José Leposo nous mentionne que les Chiliens qui arrivent ici retrouvent certaines de leurs téléséries préférées. Wow. Hawaii 5-0, Dallas. Pour les jeunes, on a Sesame Street. Donc, parfait. Okay. Les pays d'en haut, non? On est le pays d'en haut pour eux. C'est ça. Donc, il y a aussi l'accueil des Québécois qui va grandement faciliter leur intégration. Par exemple, un accueil qui est favorisé par la sensibilité des Québécois ou du moins de certains Québécois qui vont vraiment militer pour aider les Chiliens, qui sont sensibilisés à la cause chilienne. Par exemple, à Québec, dans la ville de Québec, on a André Jacob, qui est un ancien professeur de travail social à l'Université Laval, qui va réussir à organiser des collectes d'appareils ménagers, de vaisselle puis de vêtements pour les nouveaux arrivés, qui eux délaissaient vraiment en fait tout quand ils arrivaient ici. Ils arrivaient pas avec ils arrivaient pas tous.
sûrement qu'il y en a que oui, mais pas tous avec leur les bagages. Les bagages, tu sais, c'est ça. Le strict nécessaire. C'est ça, le strict nécessaire. Il y a ceux qui ont vu ma pub aussi, ils ont pu constater que certains d'entre eux ont été accueillis par un certain Michel Chartrand qui a fait un beau discours. Mais avec Michel Chartrand, il y avait aussi 150 personnes qui scandaient ensemble l'hymne de la patrie de Salvador Allende, le défunt président chilien. C'était bien la phrase Un pueblo unido jamás será vencido. Exactement, oui, un connu des manifestations. Oui. Il y a aussi un grand nombre de comités de solidarité qui vont se créer. Je pense au comité Québec-Chili qui lui s'occupait surtout des arrivants qui arrivaient à Montréal pour les installer à Montréal, donc qui était composé de plusieurs sous-comités, des sous-comités, par exemple, de l'aide juridique, de l'aide psychologique, de l'aide à trouver des fournitures, de la fourniture. Il y avait le comité chrétien pour les droits humains en Amérique latine, qu'on connaît, qui a été fondé en 1976. C'est le CEDAL aujourd'hui, qui s'est créé dans la veine de la dictature pour dénoncer la violation des droits humains, puis aussi pour aider les réfugiés chiliens ici. La CSN va s'engager dans la solidarité. Il va y avoir un nombre de revues importantes qui vont exister pour dénoncer la dictature chilienne et aussi faire des pressions sur le gouvernement. Donc oui, ils sont bien accueillis, du moins pour parler par les organisations sociales. Puis ça va favoriser leur installation ici au Québec. Puis si bien qu'eux aussi vont redonner un peu à la société québécoise. Donc la communauté chilienne, dans le mois de l'héritage latino-américain, a vraiment un bel héritage au Québec. Par exemple, José Del Pozo mentionne qu'ils se sont fortement impliqués dans le milieu syndical. Il donne un exemple, par exemple, que l'origine de la création d'un syndicat affilié à la FTQ au sein de l'usine Ideal Equipment aurait été en fait l'origine serait de travailleurs chiliens. Les Chiliennes aussi se sont démarquées dans ce milieu, notamment Lucreci Stomayor a été une dirigeante syndicale au Québec. Une des femmes interviewées par José Del Pozo qui est appelée Sylvia aurait été, je cite, à l'origine de la création du premier syndicat de l'entreprise Philips. Tu sais, les rasoirs Philips puis les ordinateurs. Donc, c'est ça. Les Chiliens aussi pris part à la vie politique québécoise et ce, à tous les niveaux. José Del Pozo nous montre une liste des candidats d'origine chilienne qui ont participé à la vie politique québécoise et canadienne, tant au fédéral qu'au municipal, en passant par le NPD et le Bloc québécois. Osvaldo Núñez a d'ailleurs été député élu pour le Bloc québécois, ce qui m'amène finalement à parler des référendums, où les Chiliens se sont dans le premier référendum en 1980, il y avait plus une tendance vers le non, ce qui est quand même logique, mais compréhensible, parce que les nouveaux arrivants se sentaient redevables envers le Canada, étaient un petit peu moins au fait des enjeux de l'événement, tout ce qui sous-tendait en fait ça. Puis pour certains aussi qui étaient plus à gauche, ils voyaient ça plus comme un mouvement nationaliste bourgeois que un mouvement qui se concentrait sur la lutte des classes, qui est plus transnational. Puis peut-être, je dis ça comme ça, mais j'ai peut-être aussi que, comme ils viennent d'un pays où il y a eu des troubles politiques, ils optent pour une option sécure pour prévenir une autre crise. C'est ça. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Puis aussi, même en 80, il y avait déjà des comités chiliens pour le oui, juste que la tendance était plus vers le non. En 95, par contre, il semble avoir plus une tendance vers le oui, il y avait plusieurs de comités chiliens et latino-américains pour le oui. Il y avait aussi des pour eux, ils soutenaient le référendum comme étant une voie démocratique, puis ils soutenaient que le Québec pouvait devenir un pays normal. C'était beaucoup plus une tendance chez les Chiliens, même que fun fact, encore un autre fun fact, il y a une Québécoise d'origine chilienne qui s'appelle Carmen Sabache, qui avait même été nommée patriote de l'année par la Société Saint-Jean-Baptiste en 1992. Eh ben. Ouais. Donc oui, ils ont un bel héritage. Puis pour terminer, en fait,
on peut remarquer qu'il y a vraiment un processus d'échange qui caractérise très bien cet exemple historique d'immigration au Québec. Il est pas fondé sur l'abandon d'une identité au profit d'une autre. Non, les Chiliens n'ont pas rejeté leurs origines, leurs individualités ni leurs opinions politiques. Néanmoins, ils ont été accueillis ici par une société qui était au fait de leur malheur, qui était empathique de leur situation, donc qui connaissait les raisons qui les amenaient à s'installer ici. Et qui leur ont donné une société qui leur ont donné les outils pour que cette difficile transition puisse se faire, soit possible. Donc puis en échange, ou plutôt avec la force des choses, peut-être pas un échange directement, mais plus avec la force des choses, les nouveaux citoyens chiliens se redonnaient à leur nouvelle société en s'impliquant activement dans cette société, la développer, puis développer aussi à leur tour une empathie pour les causes, les enjeux qui à l'époque est important pour le Québec. Petite réflexion peut-être rhétorique, mais peut-être qu'il y a dans cet exemple historique des éléments de réponse, l'empathie, l'information sur les causes qui sous-entendent l'arrivée de nouveaux immigrants. Peut-être qu'il y a dans ces éléments de réponse, il y a peut-être des éléments de réponse qui pourraient nous permettre de briser le climat de tension que l'enjeu de l'immigration crée aujourd'hui dans la société québécoise. Merci beaucoup. Hey, j'adore ces petites réflexions. J'en veux plus. C'est génial. Puis, je te remercie pour cette chronique. Merci. Très intéressante. Puis, je constate vraiment au niveau personnel que c'est vrai que les Chiliens ont l'air très encore attachés à leur disons peut-être pas pays d'origine parce que plusieurs sont nés ici, mais en tout cas à cette filiation chilienne dans les événements qui se passent en ce moment. Ouais, je vois beaucoup de messages en espagnol sur Facebook, des gens qui commandent ce qui se passe au Chili, on a l'air très impliqués. Donc peut-être une émission un jour sur ce qui se passe au Chili, on verra. Et on voulait s'en aller en musique, mais habituellement on passe le micro à Marie-Laurence à la régie, mais là Charles nous présente une chanson qu'il a lui-même sélectionnée avec une anecdote encore. Oui, je suis désolé, je prends beaucoup de temps d'antenne en fait. Mais en fait, la pièce s'appelle La Partida, qui est interprétée par le groupe Intacto, qui est un groupe québécois dont le violoniste est Claude Simon, qui est un Québécois de violoniste classique, mais le guitariste c'est Alejandro Venegas d'origine chilienne. La Partida est une pièce qui s'appelle en fait valse vénézuélienne, qui fait partie du folklore latino-américain. Mais normalement c'est joué à la guitare, mais là dans cette reprise, c'est le violoniste québécois qui va interpréter la partie de la guitare. Puis le fun fact encore pour ça ici, c'est que il y avait pas de fun fact, j'avais le goût qu'on en fasse. Mais en fait, je parlais avec mon père de ma chronique au début de la semaine quand je faisais mon bon enfant qui allait voir ses parents. Puis je parlais de ça, puis il me disait que quand lui était aux Rocheuses en 1983, il a appris à jouer la partida par un Chilien, mais c'est seulement en allant voir Intacto en show qu'il a connu le nom de cette pièce-là, en fait. Excellent. Bon, merci. Merci à toi. On écoute ça.
de retour en ondes à Histoire de passer le temps sur les merveilleuses ondes de choc.ca. Et cette fois-ci, on s'en va avec Frédéric en Colombie qui va nous parler d'un mouvement de contestation suite à un assassinat politique. Ouh, ben, politique. Exactement. Voilà. Alors, l'événement s'appelle le Bogotazo. Je vous mets en contexte. On est le 9 avril 1948. L'avocat Jorge Eliezer Gaitán, alors chef du Parti libéral colombien, sort de son bureau au centre-ville de Bogota et se fait abattre de 3 coups de feu. Ce qui arrive par la suite va passer à l'histoire comme l'un des événements les plus marquants du 20e siècle colombien sous le nom du Bogotazo. La nouvelle de l'assassinat va rapidement se propager dans la ville et une foule en colère va se former et carrément lyncher l'assassin de Gaitán. Wow. Et son cadavre va être traîné dans la rue jusqu'à la Plaza de Bolivar, en plein cœur du centre économique et politique du pays. Donc, on assiste vraiment à une fureur là, populaire contre l'assassin. Et qu'est-ce qui explique ça, finalement, cette si grande fureur? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est le bon assassin aussi? J'espère que oui. C'est 2 très bonnes questions. On va y répondre dans l'ordre. En fait, juste mentionner rapidement, suite au lynchage, il va y avoir vraiment un soulèvement populaire dans la ville de Bogota. Le centre-ville va vraiment être mis dans un état de saccage. Donc, on parle de 142 édifices qui sont pillés, détruits ou incendiés et 300 personnes qui perdent la vie. Donc, comment expliquer un soulèvement? Magali, tu me demandais. Oui, c'est ça. En fait, pour comprendre comment le Bogotazo a pu arriver, il faut absolument se pencher sur la figure de Jorge Eliezer Gaitán, donc celui qui s'est fait assassiner. Il est à l'époque un des politiciens les plus influents en Colombie. Donc, j'ai déjà mentionné que c'était le chef du Parti libéral colombien. Mais par contre, il se distingue des élites libérales parce qu'il va vraiment adopter un discours anti-oligarchie. Donc, ce qui va lui attirer vraiment l'appui des masses urbaines, mais aussi la haine des conservateurs et même de certains membres de son parti. Donc, il est à la tête d'un grand mouvement populiste. Puis, en fait, c'est ça. Il se place vraiment dans l'opposition peuple-oligarchie au lieu de se placer dans l'opposition libérale-conservateur. Ouais. Ça, on sait que ça fonctionne. Oui, exactement. Une de ses phrases les plus célèbres pour illustrer ce point, c'est la suivante. Il va dire « La faim, les maladies, la syphilis, la misère ne sont ni conservatrices ni libérales. » Donc, ça exprime bien son point, là. Peuple versus C'est très rassembleur. J'aime bien l'œil qui inclut la syphilis. La syphilis, oui, ça nous montre vraiment que ça faisait partie des préoccupations de l'époque. Donc, son originalité, c'était vraiment dû au fait qu'il s'adressait directement aux classes populaires. Il s'en approchait physiquement. Donc, c'était pas fait vraiment par les politiciens avant lui. Aujourd'hui, on est habitué à ça, mais à l'époque, c'était pas courant. Il convoquait les gens à ses discours. Ces derniers répondaient à l'appel. On sortait en grand nombre l'écouter sur les places publiques. Des rallyes, ça me fait penser à quelqu'un. Avec les cheveux oranges. En tout cas, bref. Oui, politiquement, il était quand même loin des cheveux oranges, mais je comprends ton point. Oui. C'était mon petit lien. Donc, l'importance politique de Gaitán se trouve à la fois dans sa capacité à mobiliser les classes populaires, mais aussi parce qu'il constituait en fait une menace pour les élites. Non seulement parce qu'il avait des réelles chances de gagner les élections de 1950, mais aussi parce qu'il réveillait ce qu'on peut appeler le spectre des masses dangereuses, donc l'anxiété des élites face à l'agitation populaire. D'ailleurs, environ 2 mois avant son assassinat, en février 1948, il organise une grande marche silencieuse à Bogota, dans laquelle vont défiler 100 000 personnes. Ça n'a pas l'air beaucoup 100 000 quand on a des manifs de 500 000 aujourd'hui, comme celle qu'on a eue pour le climat, mais à ce moment-là, en 1948, c'est la plus grande manifestation dans l'histoire du pays, donc ça montre quand même son pouvoir de convoquer les foules. Wow! Puis c'était quoi le but, en fait, de cette manifestation-là? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Oui, en fait, c'était un mouvement de contestation pour dénoncer la violence qui était exercée contre les sympathisants libéraux par des membres des forces publiques et des militants conservateurs, surtout en milieu rural. Je l'ai un peu mentionné tantôt, mais à l'époque, le système politique en Colombie est fondamentalement bipartite, donc libéraux-conservateurs, puis ça va vraiment s'inscrire dans les identités personnelles. Donc, les affrontements en ces 2 factions-là, dans les années 40, vont de plus en plus verser dans la lutte armée. Cette période de violence extrême, d'ailleurs, va durer jusqu'en 1958, puis avec le recul, les historiens vont appeler cette période-là la violencia, qui veut dire la violence, évidemment. Donc, c'est une période où environ 180 000 personnes perdent la vie. Aujourd'hui, je peux pas m'attarder à la violencia, c'est un sujet passionnant, mais voilà, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique peut-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assassinat de Gaitán et le Bogotazo s'inscrivent de plein pied dans la violencia.
Il y a plusieurs historiens et historiennes qui ont argumenté finalement que la violencia n'aurait pas eu la même ampleur ou aurait peut-être pas duré si longtemps sans l'assassinat en fait de Gaëtan. En fait, pour beaucoup, la violencia, ça commence le 9 avril 1948. OK. Avec cet assassinat-là en particulier, mais est-ce qu'on sait en fait si c'est vrai? Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas été tué? Est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas eu de violencia? Exact. Ben là, on entre un peu dans la spéculation, mais en fait, c'est intéressant parce que cette croyance-là qu'il n'y aurait pas eu de violence sans l'assassinat de Gaëtan, c'est très ancré dans les conceptions populaires. Le 9 avril 1948, c'est vu comme la racine de la guerre civile qui s'est prolongée durant tout le long 20e siècle colombien, même jusqu'au début du 21e siècle, même encore aujourd'hui, diront certains. C'est qu'il y a une continuité dans l'histoire de la violence qui peut s'établir à partir du Bogotazo. Suite à l'assassinat de Gaëtan, le Parti libéral va s'effondrer. Et face à une absence de compétition, le conservateur Laureano Gomez, de tendance fasciste, va prendre le pouvoir et instaurer une répression contre tout ce qui est communiste. Et là, quand je dis tout ce qui est communiste, ça me fait penser à ce que Charles disait tantôt. On associe tout ce qui est libéral ou de gauche à communiste. Donc, c'est vraiment une répression à grande échelle. Et face à cette répression-là, on a des guérillas libérales qui vont émerger en milieu rural. D'ailleurs, en fait, les forces armées révolutionnaires de Colombie, que vous connaissez peut-être, les FARC, en fait, puisent leurs origines dans cette période-là. Les FARC vont naître en 1964, mais elles vont vraiment s'inscrire dans la continuité de ces guérillas-là. Donc, on peut comprendre que dans l'imaginaire populaire, il y a vraiment un filon qui s'est créé entre Bogotazo, violencia, apparition des guérillas et poursuite du conflit armé pendant le 20e siècle. Donc, pendant... Je comprends. Non, mais c'est fascinant parce que là, je comprends d'où ils sortent finalement les FARC. Ils ont l'air de juste sortir de la jungle. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais voilà. Exact. Elle s'inscrit vraiment dans cette tradition-là de violence en milieu rural en Colombie. Donc, pendant longtemps, le Bogotazo, comme j'ai dit, a été interprété comme le déclencheur de la violence, carrément sa genèse. C'est ce qui explique, entre autres, l'abondance d'études et le grand intérêt qui est porté au Bogotazo. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'historiens et d'historiennes qui ont travaillé là-dessus. Puis, est-ce qu'il s'appelle le Bogotazo parce qu'il associe les comportements des gens à des animaux? Là? Non, c'est drôle. C'est une question qui revient souvent. En fait, c'est vraiment la combinaison entre Bogota et Azo, qui est un suffixe espagnol qui veut simplement dire, en fait, un suffixe qui signifie l'augmentation. Donc, c'est pour parler de l'augmentation spontanée de la violence à Bogota. Mais c'est vrai que ça ressemble à un zoo. Oui, je pensais que c'était ça, mais bon. Ça aurait pu. Donc, voilà. Toutefois, aujourd'hui, en fait, les historiens et les historiennes ont vraiment remis en question cette périodisation de la violence qui commence avec l'assassinat de Gaëtan. Aujourd'hui, en fait, ils disent que les mécanismes de violence fondés sur les identités partisanes, ce qui caractérise la violencia, ça a commencé bien avant l'assassinat de Gaëtan. Aujourd'hui, en fait, on place le début de la violencia plutôt en 1948. Ah, voilà. Ben, 48, c'est pas 46, excuse-moi, oui. je te mélange. 1946, voilà. Excellent. Avec l'élection du gouvernement conservateur en 46. Et puis, finalement, je reviens à cette question du début. Est-ce qu'on sait, finalement, si c'est le bon assassin qui a été lynché, j'espère? Mais on dit que j'ai des doutes. Ben, c'est vraiment une bonne question parce que tantôt, j'ai parlé que le Bogotazo, c'est comme un événement mythique là, dans l'historiographie, mais l'aura de mystère qui entoure l'assassinat contribue à mythifier en fait le Bogotazo. Il y a un nombre incalculable de théories plus ou moins crédibles qui ont circulé sur les motivations de l'assassin. Je vais vous en parler d'une en particulier parce que ça illustre bien les tensions qui découlent des débuts de la guerre froide. Celui qui a tiré sur Gaëtan, celui qui s'est fait lyncher, s'appelait Juan Roa Sierra. C'est un jeune homme de 26 ans sans emploi qui venait d'un milieu défavorisé. En fait, il constituait le public cible de Jorge Eliezer Gaëtan, donc c'est assez intéressant. Dans les jours qui vont suivre le 9 avril, le président et les journaux conservateurs vont accuser le communisme international d'avoir monté de toutes pièces l'assassinat de Gaëtan et le Bogotazo. Donc, en fait, dans ce scénario-là, Roa Sierra ne serait qu'un pion et, en fait, le gouvernement colombien va même profiter de l'événement pour couper ses relations diplomatiques avec l'URSS. En fait, je vais faire un fun fact comme Charles. C'est même une théorie. Je m'inspire de toi aujourd'hui, Charles. C'est vraiment une théorie qui va même prendre de l'ampleur avec les années et surtout suite à la révolution cubaine, quand Fidel Castro devient connu sur la scène internationale. En fait, à ce moment-là, on se rend compte qu'il était présent à Bogota le 9 avril 1948. Donc, on peut voir des photos vraiment, si on cherche, là, du jeune Fidel Castro parmi les décombres de la ville de Bogota. Donc, de quoi alimenter les théories du complot. Il portait
portait pas encore la barbe en ce moment-là. Non, exactement. Il était imberbe. Il est vraiment difficilement reconnaissable. Il l'a fait pousser pour une raison. Ouais, Voilà. Comme moi. Il y a beaucoup de guerrieros autour de la table. Oui, c'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Oui, c'était donc. En fait, à cette époque-là, Castro, c'était un étudiant en droit. Il avait 22 ans et il était à Bogota pour un congrès étudiant international qui avait comme objectif de dénoncer l'ingérence nord-américaine en Amérique latine. On est bien loin du guerriero et on est bien loin du chef d'État qu'on connaît plus tard. Et ben cette théorie, ça n'a jamais pu être prouvé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie-là du complot communiste va très bien servir les intérêts des élites suite au Bogotazo. Ça va même renforcer leur pouvoir politique. Ils vont d'abord pouvoir capitaliser sur l'idée du fameux spectre communiste et déployer une répression à grande échelle, mais aussi en pointant du doigt les images de destruction du Bogotazo, ils vont pouvoir se conforter dans cette vision infantilisante, classiste et raciste d'un peuple barbare en proie aux pires pulsions et donc un peuple qui a besoin d'être contrôlé par une élite éclairée. D'ailleurs, en fait, je me demandais, tu l'as peut-être mentionné tantôt, c'est qui nécessairement cette élite-là? On parle des conservateurs en particulier, des politiciens, des marchands? En fait, c'est une très bonne question. On parle des élites à la fois libérales et conservatrices. Donc, j'ai mentionné tantôt, Gaétan ne faisait pas du tout l'unanimité au sein de son parti. Donc, on parle vraiment de l'oligarchie qui se maintient au pouvoir. D'ailleurs, quand on regarde les chefs d'État en Colombie, c'est très intéressant de constater qu'ils sont tous le fils. C'est comme des dynasties. Oui, vraiment. Le dernier président, Juan Manuel Santos, donc faisait partie de cette lignée-là. Donc, juste pour aider Julien, là, ça ressemble un peu à la Chine. en fait, non. C'est ça. En fait, oh, non. On parle d'une élite politique, mais aussi économique. Donc, ceux qui possèdent le pouvoir économique et qui possèdent les grandes entreprises, etc. Donc, rapidement, finalement, en 1978, le tribunal supérieur de Bogota a rendu le jugement suivant. Juan Roa Sierra a planifié et exécuté son crime seul, sans l'aide de personne, pour des raisons schizomaniaques. Donc, il souffrait de schizophrénie. C'est le terme qu'ils ont utilisé, schizomaniaque. J'ai littéralement lu le jugement. Mais bon, encore aujourd'hui, c'est pas du tout un jugement qui convainc tout le monde. Et le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre. Donc, encore en 2019, il y a des théories qui sont élaborées et on débat de qui avait intérêt à assassiner Gaétan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait intérêt ou finalement c'est juste le fait d'un loup solitaire, comme on aime les appeler. Voilà. Le mystère reste donc anti. Voilà. Ben, ouais, semi-anti. Normalement, on s'entend sur la version du tribunal, mais bon, c'est pas clair. Voilà. Donc, pour conclure rapidement, là, avec ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, on comprend. En tout cas, j'espère qu'on comprend plus facilement pourquoi cet événement est gravé aussi profondément dans la mémoire collective colombienne. Plusieurs raisons. D'abord, le caractère spectaculaire des émeutes et du soulèvement populaire. Deuxièmement, la création d'une narration de la violence dont l'acte fondateur serait le Bogotazo, l'assassinat de Gaétan. Et finalement, le caractère mystérieux et irrésolu des motifs de son assassinat. Gaétan est encore aujourd'hui associé à la résistance face à l'impérialisme et au capitalisme. Puis le symbolisme qui entoure sa personne est beaucoup repris par les mouvements sociaux et les groupes de la gauche. Faut le dire, parfois à tort et à travers. Donc, par exemple, Gaétan n'était pas du tout un syndicaliste, même que les historiens disent que son mouvement, en fait, a nui au mouvement syndical en Colombie. Mais en fait, ce qui reste, c'est vraiment le symbole de résistance et de possible, donc possible d'un avenir meilleur. Voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est que le 9 avril 48, c'est une date hautement symbolique dans l'histoire de la Colombie et qui certainement a catalysé certaines dynamiques de violence. Mais cet événement-là pourrait en aucun cas être réduit à la cause définitive du déploiement de la violence au 20e siècle. Mais son poids dans la mémoire collective nous en apprend beaucoup sur la façon dont se construisent et se transforment les imaginaires de la violence dans ce pays d'Amérique latine qui est la Colombie. Wow, merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment passionnant. Puis en tout cas, je parle peut-être pour moi parce que je suis pas la spécialiste d'Amérique latine, mais j'en apprends tellement aujourd'hui. Je trouve ça absolument fascinant. On en apprend tous. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Moi aussi. Excellent. Je savais pas que la Chine c'était pas comme ça. Je vais en faire une chronique prochainement. Pour nos auditeurs, Julien est un spécialiste de la Chine, ce qui explique cette réplique. Mais parfait. Et on va aller faire une petite pause pour s'aérer l'esprit et revenir prêt à réapprendre avec Alexandre. Donc Marie-Laurence, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Los Peces de l'artiste Lassa de Ceylan.
está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Que se la dio San José antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. L'information. Retour à Histoire de passer le temps sur cette émission thématique de l'Amérique latine pour souligner justement le mois de l'héritage latino-américain plutôt qu'américano-latino, hein, ça marche pas. Et C'est sur sur ce, le café, ça. oui, sur ce beau lapsus ou invention de nouvelles sortes de café, je me tourne vers Alexandre qui vient nous exposer ce qu'est l'indigénisme marxiste. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je viens en effet vous parler du concept fabuleux de l'indigénisme marxiste, c'est-à-dire de l'adaptation des théories communistes par des penseurs latino-américains afin de répondre aux réalités sociales, économiques et politiques de l'Amérique latine des années 20 et de finalement de donner un modèle de changement social qui répond finalement à la réalité latino-américaine. Donc, petite précision, dans ma chronique, j'ai utilisé le terme indigénisme, qui est la traduction littérale du terme espagnol indigenismo, d'indigena, qui est le terme neutre désignant les individus autochtones. On n'a pas la même connotation négative qu'on retrouve parfois en français, donc je prends le temps de vous le dire pour pas recevoir... Très politically correct. C'est ça, pour pas recevoir trop de tomates. Donc, tout d'abord, avant de commencer, petit contexte historique qui, pour vraiment mettre en place là, comment ça se fait qu'on voit de telles théories apparaître. Donc, l'indigénisme marxiste apparaît dans les années 20 et il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération afin d'expliquer l'émergence de ces idées-là. Il y a tout d'abord l'aboutissement de la révolution bolchevique en 1917 qui ouvre la voie à de nouveaux espoirs révolutionnaires partout dans le monde,
Et il y a la nouvelle de cette révolution communiste qui se répand partout, notamment en Amérique latine, où elle nourrit une réflexion nouvelle sur le vivre ensemble. Par le fait même, on popularise les idées de Marx et d'Engels et plus généralement les idées socialistes et communistes. Parallèlement à ça, l'indigénisme connaît un renouveau important et en fait arrive là dans le climax de son existence. Qu'est-ce que l'indigénisme? C'est ça que j'allais poser. Qu'est-ce que c'est? Dans son expression la plus simple, l'indigénisme, c'est un courant d'opinion favorable aux Autochtones. C'est comme ça que l'exprime l'ethnosociologue Henri Favre. Dans le cas qui nous intéresse, c'est plutôt un mouvement d'idées pro-autochtones qui s'exprime avant tout politiquement et socialement, mais aussi par l'art et par la littérature aussi. C'est intéressant aussi de noter que l'indigénisme en Amérique latine est souvent réfléchi comme un nationalisme, c'est-à-dire comme un fondement identitaire dont les sociétés latino-américaines sont en quête afin de donner une cohérence à la société. Parce qu'on se rappelle que l'Amérique latine est caractérisée par une hétérogénéité importante. Le fondement indigène de ces sociétés-là est mis en valeur pour créer un projet commun. Et c'est vraiment à partir des années 20 que l'indigénisme est en vogue en Amérique latine, avant tout par les travaux d'historiens qui revalorisent le passé autochtone. Avant tout, c'est pas vrai. Notamment par le travail des travaux d'historiens. On se met trop en avant, les historiens. Ah, les nerfs, là. Mais aussi par... On est les meilleurs. La mère de toutes les sciences sociales. Mais il y a aussi la Révolution mexicaine qui a fort à faire. Donc, après la période violente de 1910 à 1920, on entre dans une période de révolution culturelle où le gouvernement mexicain est en quête justement de cohérence et met en place toute une révolution culturelle finalement pour repenser l'identité mexicaine, et ça fait écho dans les autres pays d'Amérique latine où on tente de repenser les sociétés latino-américaines. Ça, tu vois, Charles, c'est comme en Chine. Non. Et au-delà de ça, il y a dans le monde entier, à ce moment, une effervescence intellectuelle. On tente de repenser le vivre ensemble, autant en Europe qu'en Amérique latine, qu'en Chine, j'en suis convaincu. T'as coupé l'air sur le pied de Julien, il n'y a plus rien à dire. Je peux plus rien dire maintenant. Et parmi les gens qui repensent en fait les sociétés, il y a José Carlos Mariátegui, qui est le premier théoricien de l'indigénisme marxiste. Donc, qui c'est José Carlos Mariátegui? C'est un éminent intellectuel péruvien qui a laissé une œuvre considérable malgré une courte vie. Il est né en 1894 et décédé en 1930. Il a été très malade, malheureusement. Donc, premières influences, il séjourne en Europe de 1919 à 1923. Il fréquente des cercles intellectuels, notamment le groupe Clarté en France, qui est communiste. Il rencontre des activistes comme Henri Barbusse et il se familiarise avec les théories marxistes et communistes. Il est de retour au Pérou en 1924 et il découvre alors l'indigénisme. Il est grandement influencé par les travaux de l'historien péruvien Luis Valcarcel et de César Ugarte, qui se concentrent tous deux sur les sociétés précolombiennes et surtout travaillent à la revalorisation de la civilisation inca et de la culture andine. Leurs travaux amènent Mariátegui à se distancier du communisme orthodoxe, du communisme qui est prescrit finalement par le Comintern, par la révolution bolchevique. Je pressens que ça n'a pas été bien accueilli. Ça dépend où. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend où. Je vais vous en reparler plus tard. Donc, c'est ça. La prescription du Comintern, on prescrit, si on veut, une forme de déterminisme. On dit voici les étapes que les sociétés doivent traverser avant d'accéder à une révolution socialiste. Et une de ces étapes, c'est une transformation démocratique, bourgeoise et anti-féodale. C'est une forme d'évolution capitaliste qui est, selon les théories du Comintern, nécessaire avant qu'on puisse accéder au communisme. Okay. Puis c'est pas le cas, visiblement. Ben, c'est ça. Deux choses. Et dans cette théorie-là, l'étape ultime du capitalisme, c'est l'impérialisme. Mariátegui regarde la situation latino-américaine et dit, ben, ça peut pas s'appliquer parce qu'en ce moment, en Amérique latine, on a un régime qui s'apparente à la féodalité, c'est-à-dire de grands propriétaires fonciers, des masses paysannes indigènes qui travaillent la terre et qui sont finalement dominés par ces latifondistes. Et sur ce système-là se superpose l'impérialisme. Donc, sa conclusion, c'est de dire, ben, ça fonctionne pas. Le modèle du Comintern, l'orthodoxie communiste ne fonctionne pas.
Donc lui, ce qu'il propose, c'est plutôt une révolution socialiste portée par les indigènes qui vraiment va réussir à briser le régime féodal. Et selon lui, ça peut fonctionner parce qu'il existe chez la paysannerie autochtone des traditions communautaires héritées de la période précolombienne. Wow. C'est-à-dire qu'il existe chez les populations indigènes le substrat du communisme inca. Donc, finalement, ce qu'il dit, c'est qu'il existe une prédisposition au communisme qui est issue des traditions précolombiennes qui auraient traversé le temps et survécu à la colonisation. Donc, il dit pas que les Incas étaient communistes, mais qu'il y a juste des traditions qui rappellent peut-être un peu le communisme, le socialiste qui sont déjà présentes. En fait, non, il postule quand même l'idée que le système Inca, le système économique Inca était communiste. OK, mais peut-être pas politique. C'est un communisme primitif. Ouais. Eh ben. Donc, pourquoi il postule cette idée-là? Essentiellement, c'est parce qu'il se base sur les travaux de César Ugarte, que j'ai nommé tantôt, qui argumente que le fondement de l'économie du Tawantinsuyo, qui est le nom de l'empire Inca, j'ai oublié de regarder en aymara ou en quechua, je m'excuse, ça m'échappe. En langue autochtone. En langue autochtone, voilà. Donc, le fondement de cette économie était l'Aïou. L'Aïou, c'est une communauté rassemblant plusieurs familles d'une origine commune, réelle ou fictive, et qui travaillent collectivement au sein d'un territoire qui est lui-même propriété commune. Donc, on a plusieurs idées qui font écho aux valeurs communistes. Donc, l'Aïou, c'est l'unité administrative de base. C'est un système d'échange et de réciprocité qui gère les relations entre les membres de ce même Aïou, et qui stimule une interdépendance qui met à mal l'individualité au profit du collectif. Donc, Mariátegui fait la lecture de ça et il se rend compte qu'il existe finalement un fondement communiste précolombien qui précède les prescriptions de Marx. Et c'est particulièrement intéressant de voir que Mariátegui n'est pas le seul à voir la marque du communisme dans la société inca précolombienne. Il y a en même temps Rosa Luxemburg, qui est une militante socialiste et communiste née dans l'actuelle Pologne, mais qui est surtout militante en Allemagne, si je ne me trompe pas, a écrit Introduction à la critique de l'économie politique en 1925. Le livre est paru à titre posthume et elle formule le même bilan finalement de l'Empire Inca en le décrivant comme une formation sociale communiste. Et on n'a aucun indice à savoir aucun indice. On est pas mal sûr que les deux se sont pas parlé et que Mariátegui était pas au courant des travaux de Rosa Luxemburg. Un beau hasard, donc. Ouais, assez intéressant. Mariátegui va plus loin, par contre, en proposant finalement une stratégie politique basée sur l'existence de cette tradition communiste. Il y a aussi Tristan Maroff, qui est un penseur bolivien, c'est le pseudonyme de Gustavo Navarro, qui a écrit La Justicia de l'Inca, la justice de l'Inca, qui formule essentiellement les mêmes idées que Mariátegui, mais dans une utopie, un romantisme du rabat. C'est quand tu lis Maroff, tout le monde était heureux, les Incas faisaient la guerre pour le bien des autres, tout le monde mangeait à sa faim, il n'y avait qu'un crime et c'était la paresse. Ah bon. Ouais, un beau romantisme. Et c'est ce qu'on va reprocher finalement à Maroff et à Mariátegui, c'est le romantisme et l'utopisme qui est placé derrière ça. Tu l'as sûrement déjà dit, mais peux-tu nous rappeler, est-ce que Mariátegui puis Maroff dont tu parles avaient des origines inca ou est-ce que c'était un intérêt seulement je saurais m'avancer. Pour Maroff, je ne crois pas. Mariátegui, j'ai pas assez de certitude pour me prononcer. On va faire des recherches, mais on va revenir. Ça serait pas une question piège. Non, mais c'est une très bonne question. Comment, est-ce que les Incas, en général, se sont après ça appropriés cette étiquette communiste-là, ou est-ce qu'il y a eu comme des... Est-ce qu'il y a eu des critiques par rapport à cette étiquette qui a pu être posée par Luxembourg, qui est en Europe, puis les deux autres... Ah là là, une autre très bonne question. Je ne sais pas la réponse des populations autochtones à cette prescription-là. Je l'ignore aussi. Pour la prochaine émission sur l'Amérique latine. Ce qui serait, je reviens à la fin, là, mais il y a quand même le projet politique d'Evo Morales, qui est finalement ouvertement un projet indigéniste et socialiste, qui ramène beaucoup d'idées mises de l'avant par Mariátegui, sans parler non plus d'un communiste
un communisme inca. Donc, il y a des trucs du genre là, qui peuvent nous aider à comprendre, si on veut, la réponse des populations autochtones, mais je sais pas, l'adhésion pleine et entière là, des populations descendantes inca à un projet à l'étiquette finalement de dire vous avez un passé communiste, je peux pas m'avancer aucunement. J'ai pas lu là-dessus pour préparer ma chronique. Ça sera le sujet pour une prochaine chronique. Ah oui, voilà. tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Fait que finalement, je reviens où j'en étais. Des très bonnes questions. Très bonnes questions. Pas sûr qu'il devrait avoir un micro en régime. Donc, les deux, Maroff et Mariátegui, formulent finalement une stratégie politique qui est basée sur l'idée que les communautés indigènes seront le point de départ d'une voie socialiste propre au pays indo-américain. Et c'est là vraiment le point tournant qui va faire les frictions avec le Comintern, c'est-à-dire que Mariátegui va amener ces idées-là lors des congrès communistes et ça va être rejeté du revers de la main. On va se coller finalement aux théories russes, le bolchevique, qui ont fonctionné, hein, c'est l'argument. Oui, quand même. En fait, je ris, mais oui. Ce qui est particulièrement intéressant aussi et important dans la pensée de Mariátegui, c'est le refus du progrès, de l'idéologie du progrès. On met souvent ça de l'avant, c'est une voie vers l'avenir, là, c'est comme la marche à suivre, et l'image linéaire et eurocentrique de l'histoire universelle. C'est-à-dire que le projet communiste, il fonctionne du Comintern, beaucoup argumentent qu'il fonctionne finalement pour l'Europe. Et pour le reste du monde, arrangez-vous avec ce qu'on vous donne, puis c'est pas grave si ça fonctionne pas. Plaquer des modèles là où ça fait peut-être pas, hein, mais bon. Et quelles conséquences sur le long terme pour les théories de Mariátegui? C'est difficile à voir. On peut penser au Sentier lumineux, le Sendero Luminoso, qui est un mouvement politique au Pérou qui a un bilan peu reluisant. Là, c'est beaucoup de violence. Par contre, on peut aussi penser au gouvernement d'Evo Morales. Et là, on arrive dans les actualités de la semaine. Ouais. Parce que Evo Morales a été réélu président de la Bolivie dans une élection Controversé. Très controversé. Donc, je rappelle, Evo Morales est le premier président autochtone de l'Amérique latine. Il a été élu en 2005 à la tête du Movimiento al Socialismo, le mouvement vers le socialisme. Et la définition du socialisme que propose Morales est avant tout communautariste et elle prend racine dans la culture autochtone de la Bolivie et les traditions de l'Aïou, des traditions selon lui de réciprocité et de solidarité. Donc, l'écho à Mariátegui est assez fort, on le voit vraiment. Mais Morales a quand même un bilan très mitigé. Il a réussi à réduire grandement la pauvreté en Bolivie. On parle d'une réduction de 26% de la population qui ne vit plus dans la pauvreté, grâce à une croissance économique importante. Par contre, une croissance économique qui est ancrée dans une politique extractiviste, qui va à l'encontre, finalement, de son discours autochtone et indigéniste, qui est la protection de la terre-mère, qui fait en sorte qu'il s'est aliéné beaucoup de sa base politique. Extractionniste dans le sens de... Extractiviste. Extractiviste. C'est vraiment des politiques là, d'exploitation des ressources premières. Ah, voilà. On peut penser aux mines de déforestation. Donc, en effet, c'est pas très écolo. Non, c'est ça. Voilà. Ça. Puis ça a été vraiment au cœur de sa première élection, là, le respect de la terre. En fait, ça a même été entré dans la constitution bolivienne, le respect à la terre, tout ça, c'est ancré dans la vie politique bolivienne. Et pourtant, ça n'empêche pas la Bolivie de mener des politiques extractivistes. Qui donne lieu à une meilleure redistribution, mais qui n'empêche pas plusieurs critiques de fusée pour Evo Morales. Evo Morales qui a été réélu, comme je l'ai dit, le 20 octobre dernier, dans une élection controversée dans le sens où son quatrième mandat n'est pas permis par la Constitution bolivienne. Ah oui, c'est ça. Par contre, les tribunaux y ont donné l'autorisation de se présenter, donc une certaine ambiguïté. Aussi, il y a eu comme une incompréhension générale. Là. Il y avait le décompte le 20 au soir, et puis tout à coup, le décompte s'est arrêté. On n'a pas compris exactement ce qui se passait, puis le compte a repris le lendemain, et Evo Morales a annoncé sa victoire. C'est louche. Donc, ouais, c'est ça. On sent qu'il s'accroche désespérément au pouvoir. C'est ça. Beaucoup des tendances autoritaristes qui apparaissent, concentration du pouvoir.
Et puis, donc, c'est ça. Donc, l'héritage de Mariátegui dans le régime de Morales, à suivre. Hein, l'histoire continue à s'écrire. Ben voilà. Très présent dans les idées. Oui. Mais juste dans les idées où on continue à l'utiliser vraiment en tant que tel, l'indigénisme marxiste comme concept, est-ce que c'est... Non, Evo Morales ne fait pas directement référence à l'indigénisme marxiste. Non. Mais on peut dessiner l'héritage, mais c'est plus... l'héritage est clair dans le sens où il fait vraiment appel à un socialisme qui est porté par des populations indigènes et qui ont une tradition communautaire issue de l'époque précolombienne. Donc, en ce sens-là, l'écho est direct, mais on ne parle pas de Mariátegui d'indigénisme marxiste. OK. Mais c'est vraiment fascinant. Puis je te remercie, Alexandre, pour cette chronique. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. Il va falloir qu'on se quitte. Alors, je vous remercie, vous, nos fabuleux collaborateurs. Merci à toi. Merci d'avoir mis sur pied cette émission thématique sur l'Amérique latine. Je pense que c'était vraiment intéressant. Puis on en avait besoin de se rafraîchir la mémoire sur ce continent et cet espace fascinant. Et j'aimerais ça remercier évidemment Marie-Laurence à la régie qui fait toujours un travail impeccable et qui pose des bonnes questions comme on l'a revu. Vraiment, très bonne question. Merci à nos invités, à Julien, à Gabriel et finalement merci à vous, nos fidèles auditeurs et auditrices d'être au rendez-vous tous les vendredis 16h sur choc.ca pour votre émission préférée, Histoire de passer le temps. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter en rediffusion sur le site de Choc, mais aussi en podcast, probablement sur votre plateforme préférée. Vous allez nous trouver, inquiétez-vous pas. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.